De quand ça date Airbus? Si vous réfléchissez, Airbus, on voit bien, on arrive bien à poser, par exemple, la création du Concorde. Là, on voit bien, 1969, premier vol. On a déjà fait des vidéos là-dessus, sur Aero Masterclass. Mais Airbus, comment on définit ça? À quelle date ça commence? Je vais m'appuyer sur l'ouvrage de mon directeur de thèse, Jean-Marc Olivier, professeur à l'université Jean Jaurès, à Toulouse. 1970, Airbus, naissance d'un géant industriel, paru aux éditions Midi-Pyrénéennes. Donc Airbus, ça commence quand? Eh bien en fait, la réponse est pas très simple, parce qu'il y a plusieurs dates. Il y a la création du groupe Airbus. Ça résulte d'un accord franco-allemand du 29 mai 1969. Un accord qui a été signé au Bourget. Mais pour comprendre comment on en est arrivé à un tel accord, il faut se remettre dans le contexte des années 1950 et 1960. L'idée de bus de l'air, ça naît dans les années 50 avec la démocratisation du transport aérien civil, la création des premières classes économiques. Et le mot Airbus, on le retrouve déjà dans des lignes aériennes, notamment pour relier Hambourg à Francfort. C'est une ligne de la Lufthansa dans les années 1960. Un concept assez novateur à l'époque. Les billets pouvaient s'acheter carrément à bord de l'avion. C'était une ligne qui exploitait des constellations. Côté anglais, il y a également des Airbus, des bus de l'air qui exploitent des AW650. Et à partir de 1967, Boeing sort 737-100, un avion qui est initialement un dérivé du Boeing 707 dont nous avons déjà parlé dans une vidéo Aero Masterclass. Ce qu'il faut retenir du 737-100, c'est que c'est un avion à fuselage étroit. Et ça s'oppose à la réponse européenne qui est le premier Airbus, qui est l'A300B, qui est un avion à fuselage large. Son premier vol a lieu le 23 octobre 1972, sa mise en service le 23 mai 1974. C'est un avion qui se vend pas très bien au début et qui a du mal surtout à pénétrer le marché américain, le marché le plus lucratif, jusqu'à une célèbre commande. C'est la commande du 6 avril 1978 d'Eastern Airlines. Airbus va avoir l'idée, plutôt que de vendre des avions, ce qui est assez difficile avec le protectionnisme américain, de les louer, quasiment de les prêter, pour essai à Eastern Airlines, qui à l'époque est dirigé par Frank Borman, l'astronaute. C'est donc une commande historique qui va permettre d'ouvrir le marché de l'aviation civile à Airbus. Alors, pour l'anecdote, Frank Borman, il trouve pas l'appellation Airbus extrêmement classe, bus de l'air, ça fait un peu transport de masse. En fait, le groupe Airbus, le groupe d'intérêt économique Airbus, le GIE Airbus, c'est une structure un peu atypique qui permet à des sociétés de nature diverse de travailler ensemble, également des sociétés de pays divers, puisqu'au début, on a la France, on a l'Allemagne, on a le Royaume-Uni. Ce GIE est créé le 18 décembre 1970. Son siège est à Paris et il va exister jusqu'en l'an 2001. Il a pour premier président de son conseil d'administration Franz Joseph Strauss, un personnage assez atypique, ancien ministre de la Défense de l'Allemagne de l'Ouest. On l'appelait le taureau de Bavière, quelqu'un qui a une certaine élocution, un tribun. Et côté français, il y a deux personnes à retenir, Henri Ziegler d'un côté et Roger Béteille de l'autre, respectivement administrateur général et directeur général. Donc cette première structure est créée, mais avec assez peu de publicité. Le grand projet phare de l'époque, c'est Concorde. On peut dire qu'Airbus naît à l'ombre de Concorde. D'ailleurs, c'est pas le seul Airbus au monde, le seul programme de bus de l'air au monde. On l'a un peu oublié, mais il existe également, à cette époque-là, un Airbus américano-japonais qui est lancé le 23 décembre 1970 entre les firmes Boeing et Nihan. Alors, l'Airbus européen, ce groupement d'intérêt économique, c'est une structure assez fragile
au début, c'est une structure parmi d'autres structures, d'autres accords interétatiques. Et il y a des problématiques qui se posent. Par exemple, que faire de Fokker, le constructeur germano-néerlandais? Est-ce que Fokker peut intégrer Airbus, vu le passé de Fokker, de sa construction aéronautique durant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que les Britanniques sont bien investis dans le programme d'Airbus de construire cet avion, la 300B, alors que dans le même temps, de leur côté, ils construisent un avion similaire, le BAC-311. C'est un avion lancé en 1968, concurrent direct de la 300B. Finalement, à l'époque, la presse parle très peu de l'Airbus et beaucoup du supersonique franco-anglais du Concorde. Alors la 300B, cet avion large, surnommé par les ingénieurs qui ont travaillé sur le programme la grosse Julie, il fait pas le figure par rapport au Concorde. Et ça se voit très clairement lors de son premier roulage le 28 septembre 1972. Il roule de manière peu élégante par rapport à la beauté du Concorde qui est là également sur le parking. Et tout le monde regarde le Concorde et pas tellement la 300B. Le premier vol de la 300B a lieu le 23 mai 1974. Ça reste quelque chose qui a sombré dans l'anonymat et dont on ne se souvient pas très bien aujourd'hui. Mais ce qui va beaucoup aider Airbus, c'est les chocs pétroliers des années 70, puisque cet avion-là, il est économe, plus économe en carburant que la concurrence. Mais cet avion, comment le vendre? Il faut se replacer dans un contexte économique. Dans les années 60, eh bien, le trafic explose, en particulier aux États-Unis. Depuis les années 30, United, Boeing Air Transport, Pan Am, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo d'Aero Masterclass, exploitent des avions comme le Boeing 307 par exemple pour le trafic domestique. Et après la Seconde Guerre mondiale, les Américains vont pouvoir s'appuyer sur l'avance technologique développée durant la guerre. Songez à des avions comme le B-17, comme le B-29, comme le DC-4. Dans les années, fin des années 40, début des années 50, l'Europe essaye de combler son retard technologique par rapport aux Américains. Pensez par exemple aux Anglais qui ont développé le Comet. On a aussi eu un épisode d'Aero Masterclass sur le Comet qui vole à partir de 1949, développé par la firme anglaise de Havilland. Songez également aux Français qui, dans les années 50, développent la Caravelle. Ça sera vers 1955, mais des commandes relativement modestes. Et finalement, pour s'en sortir, des alliances entre pays sont nécessaires, et c'est comme ça qu'on débouche sur l'accord de 1962 entre la France et le Royaume-Uni, qui va amener le programme Concorde. Durant la décennie des années 60, le trafic double tous les 4 à 5 ans. On va voir arriver les avions en réaction, le Boeing 707 bien sûr, le Boeing 747, le Jumbo Jet, les DC-8. Et donc dans ce contexte, Concorde paraît comme un avion très élitiste. On n'est pas dans le transport de masse, au contraire, on est dans l'idée de réussir à faire voler moins de passagers, mais plus vite. Les années 60, c'est aussi les années où les Américains vont investir massivement dans leurs programmes spatiaux. Là aussi, on a eu des épisodes d'Aero Masterclass sur cette question-là. Mais il y aura assez peu de retombées industrielles ou économiques dans le domaine de l'aviation, de ce qui a été investi dans les 200 milliards de dollars qui ont été investis dans la conquête de l'espace, dans les premiers vols lunaires. Dans l'aviation civile, le marché domestique est protectionniste. Prenez l'exemple du Concorde interdit de vol aux États-Unis, par exemple. Mais si on regarde ce qui s'est passé au niveau technologique, on se rend compte que technologiquement, les programmes américains sont moins bons que les programmes européens. Prenez l'exemple du Boeing 2707, c'est-à-dire le concurrent supersonique du Concorde, et qui est arrêté. Le cœur de la réussite américaine, ce sont les grands programmes subsoniques,
comme le Boeing 707 par exemple, qui se vendent comme des petits pains. Songez par exemple à l'usine Everett près de Détroit, qui est construite à cette époque-là, la plus grande usine du monde pour produire ces avions. Et puis il n'y a pas que le Boeing 707, on a vu sur Aero Masterclass qu'il y avait aussi le DC-10, qu'il y avait aussi le TriStar. Là, ça fait 2 autres vidéos qu'on a construites et qui prouvent que les Américains, à ce moment-là, dans les années 60-70, développent de nombreux programmes d'aviation subsonique. Donc c'est dans ce contexte qu'est imaginé le premier Airbus, l'A300B, avec l'idée qu'on pourrait créer un avion avec un fuselage plus large que le Boeing 737, qui a un fuselage étroit, et si on veut l'agrandir, on peut l'allonger éventuellement. Américains comme Anglais sont hésitants sur l'idée du fuselage large. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Il ne faut pas oublier, en toile de fond de cette aventure, qu'il y a le refus de l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne par le général de Gaulle. Donc tout ça n'est pas simple en fait. Et puis construire un nouvel avion, mais avec quel moteur? Le motoriste Rolls-Royce voudrait bien être dans la course, motoriste britannique. Sa situation économique est difficile. L'avion anglais concurrent, qui est le BAC 311, est abandonné, et donc sont aussi abandonnés les moteurs Rolls-Royce qui devaient l'équiper. Et dans le même temps, Airbus choisit pour équiper l'A300B des moteurs américains de General Electric. Ce sont des CF6-30. Pourquoi ce choix? Stratégiquement, pour pouvoir pénétrer commercialement le marché américain. Tout ça aboutit au retrait des Britanniques du programme Airbus en 1968. Et cela pose un souci pour les ailes de l'avion qui sont construites par les Anglais, par une compagnie qui s'appelle Siddeley. C'est alors que les Allemands volent au secours des Britanniques en finançant massivement Siddeley et en prenant des parts dans l'entreprise. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, l'Allemagne bénéficie à plein des 30 glorieuses et son économie est florissante. Finalement, l'A300B, ce premier avion, est construit par les Français, par les Anglais, par les Allemands. Les ailes sont anglaises, le fuselage allemand. Quant aux Français, ils s'occupent de la coordination du projet. Les réacteurs, pour leur part, sont américains, ce qui amène le départ des Anglais. Nous verrons dans un prochain épisode la suite de l'aventure Airbus. Nous cherchons à renouveler nos intervenants sur notre chaîne Aero Masterclass. Donc si vous-même, vous êtes légitime à parler d'un sujet que vous connaissez un petit peu, sur l'histoire de l'aviation ou sur l'histoire de l'espace, écrivez-moi à aeromasterclass@gmail.com. Vous allez voir, c'est très simple de réaliser une petite vidéo ou de parler d'un sujet sur notre chaîne.